c'est la pointe d'iceberg. Alors, tout le travail qui est fait pour que cette pointe d'iceberg-là émerge est fait dans d'autres espaces. Donc, ici, vous avez la catégorie des pages protégées qui vous dit quelles pages sont protégées, ne peuvent pas être modifiées par personne sauf des administrateurs. Et en général, vous allez voir les articles protégés, là, il y en a très peu. Articles protégés actuellement sur l'encyclopédie, il y en a un seul. C'est l'article, dites-moi pas que je vais être obligé. Ah non, c'est Armand Fallière. Connaissez-vous Armand Fallière? Pas moi. Alors, quand vous avez un article protégé, il y a un petit cadenas qui apparaît en haut à droite de la page. Ce cadenas rouge-là, il signifie que personne ne peut modifier l'article, exception faite des administrateurs. Alors, probablement que cette personnalité-là, en France, il doit y avoir un événement, une actualité qui fait en sorte qu'il y a plusieurs internautes qui essaient de vandaliser ou de modifier la page. Dans ce temps-là, ce que vous pouvez faire, dans les onglets en haut, il y a l'onglet article. Mais il y a aussi l'onglet discussion. Alors souvent, on va voir la page de discussion des articles protégés ou semi-protégés pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi que les gens ils se chicanent. Mais là, vous voyez ici, la dernière discussion date du 29 juillet. Donc probablement que ce n'est pas lié à ça. Il faudrait creuser un petit peu les raisons de la protection de l'article. Souvent, ça va être mentionné dans l'historique. On pourra voir si je fais afficher l'historique, puis on cherche la protection de page. On voit que c'est Joseph Cormier qui a protégé. Regardez, merci de régler ce différend éditorial en page de discussion. Donc, il y a des utilisateurs qui ont ce qu'on appelle un différend ou qui ont fait une guerre d'édition. Une guerre d'édition, c'est quand il y a quelqu'un qui dit non, c'est bleu, l'autre qui dit non, c'est rouge, c'est bleu, c'est rouge, c'est bleu, c'est rouge. Puis là, ils changent chacun à tour de rôle de la version de l'article. Là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit c'est facile, allez discuter, trouver une manière de dire que c'est peut-être à la fois rouge et bleu. Puis vous en reviendrez une fois que vous vous serez calmé et que vous aurez trouvé un consensus. Comme tu disais tantôt, Obama, il y a déjà en cours qui est déjà en compte, il va y avoir deux versions. Non, dans ce temps-là, c'est que tu invites les contributeurs. Je peux répéter la question, tout le monde a entendu Obama, des gens pour, des gens contre, qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il deux versions d'article? La réponse est non, il y a toujours une seule version d'article. Et quand il y a un litige, on invite toujours les contributrices et contributeurs à aller sur la page de discussion pour discuter le litige. Pour dire, ben, regarde, moi je pense ceci, l'autre pense cela, à quel point on doit parler de ceci, de cela. Puis en général, ben, on est capable de s'entendre. Là, c'est pas très excitant parce que. Il y a la page Hillary Clinton, je pense, aussi, qui est protégée. Si tu veux. Qui est semi-protégée, ouais, je vais peut-être repasser par la catégorie, si ça ne te dérange pas. On va aller chercher la catégorie de laquelle je suis parti tout à l'heure. Mais cette fois-là, on va regarder les articles qui sont semi-protégés. Les articles qui sont semi-protégés, c'est pas la même chose qu'une protection totale. Les articles semi-protégés, c'est seulement les utilisateurs qui ont un compte depuis 4 jours qui peuvent modifier la page. Pourquoi 4 jours? On a pu comprendre qu'à la longue, quand quelqu'un est craqué pour écrire sur un sujet de manière négative, au bout de 4 jours, il a dégonflé un peu. Ouais, ou en tout cas, il a trouvé, il est allé se défouler ailleurs. Donc, c'est ce qui a été établi avec le temps. Si vous revenez sur les pages protégées ici, on va avoir accès aux pages semi-protégées aussi. Alors, maintenance, protection ici. J'en monte sur... Vous voyez, il y a des pages qui ont aussi le nom protégé. Je me rappelle qu'à un moment donné, quelqu'un avait écrit Saint-Ambroise. Là, je dis toujours ça pue, là, parce que je ne veux pas dire d'autres mots. Mais des fois, il y a des mots sexuels ou des phénomènes. Donc, on protège les titres pour éviter qu'il y ait du vandalisme là-dessus. Alors, vous voyez, les pages semi-protégées, les articles, c'est beaucoup plus nombreux. Si on s'en va voir, les articles semi-protégés, bon, ça, c'est des modèles, c'est pas des pages. Mais si je vais voir les articles, ouais, je vais juste vérifier si les articles sont directs. Ouais. Alors, vous voyez, il y a à peu près 200 articles qui sont semi-protégés, qui ne peuvent être modifiés que par quelqu'un qui a un compte utilisateur depuis 4 jours, au moins 4 jours. Comment? Chris Brown. Chris Brown, tu le connais? C'est un chanteur américain qui a battu Qui a battu quoi? Rihanna. Rihanna, c'est qui? C'est une chanteuse de Barbados. Ok, bon, excusez, je suis trop inculte. Donc, vous voyez, Chris Brown est semi... Là, dans ce cas-là, c'est un petit cadenas, mais semi-ouvert. Là, on ne le voit pas super bien, mais si je clique dessus... Ah, ok, il n'y amène pas sur l'image. Mais bref,
C'est un cadenas semi-ouvert qu'on a en haut à droite au lieu d'un cadenas rouge fermé quand la page est semi-protégée. Là, admettons que je ne suis pas connecté à un compte utilisateur, je suis sous IP présentement. Si j'essaie de modifier la page, on ne marque pas modifier, on marque voir le texte source. Là, on me précise que la page est semi-protégée et que sous IP, je ne peux pas modifier cette page-là. Je peux voir le code source de la page sans problème. Puis là, vous avez un petit peu un premier aperçu de ce qu'on appelle la wiki syntaxe ou le wiki code. Ça ne mord pas. OK? Il n'y a personne qui a viré à l'aveugle et lire du code. OK? Je vous dis ça parce que des fois, les gens sont un petit peu. Tu cliques sur modifier une page, puis là, ils voient ça, puis ils font ah! On a une chance qu'il n'y a pas de fenêtre ici, personne ne peut se tirer par la fenêtre, mais c'est facile de repérer les passages de l'article. Il s'agit de prendre un peu le temps là, de voir dans la page quelle phrase correspond à quoi dans le code, mais c'est pas si compliqué que ça. Et bref, tout ça pour vous dire que cette page-là est semi-protégée, puis qu'il y en a à peu près 200 des articles qui sont semi-protégés. Joseph Armand Bombardier, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, ben peut-être à cause des tractations qu'il y a eu autour de Bombardier dernièrement. 300% de Bombardier. Comment? Au cours de l'histoire, ces 20 dernières années. Ouais, c'est ça. Capitaine America, le soldat de l'hiver, tiens donc. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions ou d'autres questions? Oui. Ben en fait, qu'est-ce qu'on voit avec ça? C'est que on dit que tout le monde peut contribuer à Wikipédia. C'est vrai, mais pas tout à fait, parce que dans certains cas, on ne peut pas contribuer à Wikipédia. Donc c'est moins inclusif qu'on pouvait le croire, ou quoi? En fait, l'idée générale derrière ça, c'est quoi? C'est qu'il y a des règles pour contribuer, puis on peut les apprendre, ces règles-là, mais souvent les gens, quand ils font du vandalisme, quand ils vont dans les pages sans connaître le fonctionnement, puis finalement, ou encore qui ont des mauvaises intentions, comme les messieurs derrière qui s'amusent dans les pages de Docmaï, ben, ça fait en sorte qu'il faut avoir des mécanismes pour mettre en place pour s'assurer que la qualité soit là, puis qu'on puisse gérer tout ça. Il y a une question? L'information en place, c'est pas juste vérifier avant d'être publié. Pourquoi c'est pas vérifié avant d'être publié? Est-ce que vous connaissez un système de fonctionnement de contenu qui est vérifié avant d'être publié? Le journal. Le journal, c'en est un. Au cégep, nous, ce qu'on appelle l'édition scientifique, par exemple, il y a toujours un processus d'évaluation par des spécialistes avant que ce soit publié. Dans Wikipédia, c'est pas le cas, parce que s'il fallait publier, s'il fallait valider avant de publier, ben, il faudrait qu'il y ait une sorte de comité central qui se penche sur toutes les modifications qui sont faites. Et là, comme Simon nous a montré tantôt, les modifications, il y en a tellement que s'il fallait toutes les valider avant qu'ils soient publiés, ben, l'encyclopédie ne pourra jamais se développer. Ce qui fait qu'il y a un système qui a été mis en place au fil du temps qui consiste à dire plutôt que d'évaluer avant la publication, on va faire une évaluation après. Mais des fois, il y a des ratés un peu quand même. Donc, une modération après la publication, en plus de tous les systèmes qui sont mis en place pour que on puisse détecter ceux qui veulent mettre des niaiseries. D'ailleurs, juste pour peut-être compléter. Dans le fond, c'est ouvert. Ouais. C'est ouvert, mais en même temps, il y a toutes sortes de barrières de protection pour s'assurer que ce ne soit pas un gros n'importe quoi. C'est ça. Pour compléter un peu ce que tu disais, Jean-Michel, dans l'histoire même de Wikipédia, on a l'exemple en fait, à la base, Wikipédia, c'était pas prévu pour être le site principal. À la base, les fondateurs de Wikipédia, ils avaient créé ce qu'on appelle Nupédia. Donc, Nupédia, c'était un type d'encyclopédie classique où des experts écrivaient ou validaient les articles à être publiés. Mais Nupédia, ça se stagnait. Les experts avaient plus ou moins de temps à y consacrer, plus ou moins d'énergie. Et au bout de 2 ans, il y avait une vingtaine d'articles seulement encyclopédiques. C'était pas beaucoup. Donc, à un moment donné, les créateurs du site ils ont eu l'idée de créer Wikipédia. Donc, ils ont dit on va mettre un wiki qui est rattaché à Nupédia. On va ouvrir ça aux internautes. On va dire aux internautes, développez du contenu.
Puis après ça, les experts de Nupédia, eux autres, ils vont relire ce que vous avez développé, valider des articles, puis comme ça, on va augmenter notre nombre d'articles. À la grande surprise des fondateurs, ils se sont rendus compte que Wikipédia est un bien meilleur modèle que l'ancien modèle, parce que les internautes s'équilibraient les uns les autres, faisant en sorte que quand quelqu'un voulait amener quelque chose de moins bon, d'autres repassaient par la suite pour corriger. Puis ça a développé tranquillement ce qu'on appelle la manière wiki. La manière wiki, ce qu'elle dit, c'est que plutôt que de rendre difficile l'insertion d'une erreur sur un site web, tu es mieux de rendre facile sa correction. Vous voyez un peu l'idée? Donc, au lieu de mettre énormément de barrières sur les gens qui peuvent écrire, puis de valider leur scientificité, leur diplôme et tout ça, c'est mieux de rendre ton site plus facile à corriger. Quand il y a une erreur, un internaute qui arrive, il clique modifier, il dit « Ah, c'est pas 1974 que Chris Brown est né ou on a fait de même, c'est 1976. » Puis à la longue, la balance se fait. Il y a beaucoup plus d'avantages à rester ouvert que d'avoir un système de validation, entre autres, comme Jean-Michel a dit, parce qu'il y aurait tellement de travail à gérer, tellement de versions à valider. Il y a des versions linguistiques qui ont décidé de ne laisser valider des contributions au site que par des contributeurs de confiance, les Russes. Wikipédia en russe, quand tu la modifies, la modification elle reste cachée aux internautes, puis il faut qu'il y ait un utilisateur de confiance de Wikipédia en russe qui la valide pour qu'elle s'affiche. Les Allemands ils ont fait ça un certain temps aussi, mais je ne sais pas s'ils le font encore. Ils l'ont peut-être abandonné depuis le temps, parce qu'ils se rendent compte que ça fait un boulot d'étranglement qui fait en sorte que ton site n'est pas actualisé, et tu perds plein d'avantages. Il existe entre autres ce qu'on appelle l'effet piranha sur Wikipédia, qui est fascinant. L'effet piranha, c'est que quand il y a un événement d'actualité, là, il y a une dizaine, des fois des centaines de contributeurs qui se garochent sur l'événement, puis là, qui vont mettre des sources, puis tout ça. Donc, on appelle ça l'effet piranha, parce que c'est comme tous des petits piranhas qui se garochent sur le sujet, puis qui le vident. On a vu justement avec les élections municipales. Oui, donc, québécoises. Wikipédia était plus rapide que même les nouvelles québécoises en matière de qui a gagné, qui n'a pas gagné dans les élections municipales, où c'était en même temps. Donc, on a vu tout de suite que la mairesse, Valérie Plante est élue mairesse de Montréal, en même temps que Radio-Canada disait c'était même avant, j'ai dû l'annuler. Je l'ai annulé avant parce qu'il disait elle est mairesse. Là, j'ai dit calmez-vous un peu. Puis là, quelques secondes plus tard, Radio-Can disait elle est mairesse. J'ai fait bon, sans doute un journaliste qui est allé lui mettre en primeur, sous-ciblé. Ouais. Allez, continue. Oui, c'est ce que j'avais dit. Ah, Donc, ouais, souvent, l'information est vraiment changée dans la seconde. On le voit entre autres quand il y a des personnalités qui décèdent. Dans le cas du décès de David Bowie, par exemple, c'est dès que c'est annoncé, très, très, très rapidement, l'information est changée. Puis ça fait en sorte aussi qu'ensuite, tous les utilisateurs d'Internet, les gens qui font des recherches, ont accès à l'information très rapidement. Quand vous cherchez dans Google, souvent, il y a une petite boîte à côté qui apparaît. C'est souvent l'information qui est tirée de Wikipédia qui alimente cette information-là, en bref. moi, je pense qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Hein? Non. Vous n'aviez pas de... Fait que c'était moins excitant qu'ailleurs. Ben, c'est juste parce que c'est pas... Pour ceux qui s'excitent. Une question là-bas, oui. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs utilisateurs qui écrivent sur le même sujet en même temps, et que chacun a leur article, c'est lequel qui va embarquer? Que, peut-être sont plus complets, mais je veux dire, vu qu'ils n'ont pas vu les modifications qui avaient été faites par l'eau, lequel va rester, il va y avoir un freeze, puis il va falloir qu'il compose avec ce qui va avoir été fait en général. Oui, c'est une bonne question. On va te le montrer direct ici. Donc là, je suis sur une page d'ébauche, par exemple. Là, je fais une modification quelconque sur la page d'ébauche ici. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de travailler sur la même page, admettons, ici. Là j'ai mis l'éditeur visuel que j'aime moins. Bon. Alors, vous voyez ici, là, il y a quelqu'un d'autre qui a ouvert la page en même temps. Alors, supposons que sur cette page-là, j'ai fait mes modifications. Là, je vais faire une prévisualisation. Là, j'espère que je n'aurai pas un patrouilleur qui va aller m'annuler ça, mais ça va venir au moins. Donc, ici, je marque, mettons, test. Alors là, j'ai fait une modification sur la page. L'autre page ici, mettons que je fais une autre série de modifications. Là, je marque, ça va, moi, ajout pertinent. Là, je prévisualise. Puis admettons que j'essaie de l'enregistrer ici.
Là, vous voyez, on a un message qui est annoncé qui dit « La page a été modifiée et enregistrée par quelqu'un d'autre pendant que vous étiez en train de la modifier. » Alors là, ce qui arrive, c'est que plus bas, on va mettre le texte actuel et ton texte à toi. Fait que là, il faut que tu ailles rechercher ton texte à toi dans une des cases, puis que tu la recopies dans l'autre case. Ou tu peux le copier, par exemple, dans Word, puis réouvrir l'article. C'est une des situations qui est fâchante un petit peu. Mais ça arrive rarement. Je te dirais, à moins que tu sois sur un article d'actualité, justement, ou dans une discussion où là, ça part dans tous les sens. Là. Des fois, tu vas essayer 2-3 fois d'enregistrer de ce mot. Ça, c'est un des bandeaux les plus frustrants, personnellement, qui m'arrive d'obtenir. Parce que là, je suis obligé d'aller gosser, d'aller chercher, bon, où est-ce qu'il est mon texte en bas. Regardez, là, il y a mon texte dans la colonne de gauche. Il faut que je la recolle en tout cas. Bref. C'est une des choses qui est talente un petit peu, là, que d'autres sites vont mieux gérer. Par exemple, comme je pense Google Docs, je ne l'utilise pas, mais j'ai pu comprendre qu'on peut être plusieurs mains à travailler simultanément dessus. Là, sur Wikipédia, c'est pas encore possible. Éventuellement, ça le sera peut-être dans un certain futur. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, vous avez vu les pages d'onglets que je vous ai montrées au début. Bon, il fallait que j'aille dessus. Ouais, ici. Donc, admettons que je vais chercher les onglets qu'il y a sur le dessus ici. Donc, il y a l'onglet article, l'onglet discussion quand il y a des choses à discuter de l'article avant de le modifier. Puis, il y a aussi l'onglet le plus important de l'article qui est ce qu'on appelle l'historique. Alors, l'historique d'un article, c'est toutes les versions préalables qui ont été enregistrées de l'article. Alors, quand vous êtes plusieurs à travailler sur un même article, admettons, il faut que chacune de vos versions puisse être enregistrée dans l'historique. C'est pour ça que des fois, quand vous êtes deux à modifier en même temps, il va y avoir de la misère. Puis là, ben, admettons là, qu'il y a quelqu'un qui a écrit durant les élections, Doc Mayou est passé comme maire d'Alma. Bon, OK. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sélectionner dans l'historique la version où la personne a écrit quelque chose qui ne marche pas. Tu vas cliquer sur le bouton « Annuler » ici, tout simplement. Une fois que tu as cliqué sur « Annuler », c'est l'ancienne version de l'article qui est automatiquement réenregistrée. Ça dépend sur quel sujet. Madame a dit qu'il doit y avoir de la chicane longtemps. Ça dépend du sujet. Mais c'est sûr que si tu veux te chicaner dans la vie, tu te chicaneras pas longtemps parce qu'à un moment donné, il y a 5 principes fondateurs. Je pense que tu voulais en parler un petit peu. Jean-Michel, tu peux peut-être les aborder. Il y a un des principes fondateurs, c'est que Wikipédia respecte les règles de savoir-vivre. Donc, Wikipédia est une encyclopédie. Wikipédia recherche la neutralité de point de vue. Est publié sous licence libre. Est un projet qui suit des règles de savoir-vivre. Par exemple, je vais vous en donner un exemple. Il existe, est-ce que vos professeurs de philo vous ont déjà parlé du point Godwin? Non? Le point Godwin, c'est une loi qui a été formulée par M. Godwin et qui dit quand tu échanges sur Internet, plus l'échange se prolonge sur un sujet particulier, plus la chance de faire référence à Hitler ou aux nazis s'approche de 100%. Puis, elle est constamment vérifiée sur Wikipédia. Pourquoi? Ben, je vous donne un exemple. Gérald Scollium est la meilleure personnalité almatoire que nous avons jamais eue. Gérald Scollium, c'est un pas bon. Non, c'est le meilleur. Non, c'est un pas bon. Ah, t'es avec un nazi, toi, puis tu veux m'imposer ça? Voilà. Point Godwin est atteint. Quelqu'un a fait référence aux nazis ou à Hitler. Puis quand vous faites ça, quand vous arrivez sur le point Godwin, ça marque sur Wikipédia ou ailleurs la fin de la discussion. Parce que quand quelqu'un fait référence à Hitler ou aux nazis, ça veut dire qu'il compare le point de vue adverse à quelque chose qui est jugé historiquement exécrable. Puis que quand tu te mets à comparer l'autre à un nazi, il n'y a plus possibilité de discussion. Donc, dans ce temps-là, souvent, il va y avoir des blocages. Puis ici, en Amérique du Nord, moi, ça m'a marqué parce qu'on n'est vraiment pas aussi sensible là-dessus qu'en Europe. Donc, il y a des Québécois souvent qui vont dire voyons, c'est digne du nazisme, ton affaire et tout ça, puis paf, ils se font rentrer dedans. C'est vraiment pas long. Les Européens, là, je vais vous dire, là-dessus, ils sont extrêmement sensibles. C'est logique. Et ouais, c'est ça. Mais ça cause, on le réalise pas nécessairement. C'est pas la même histoire. Hein? Non,